les parents des enfants malades internés haussent le ton et disent leur ras-le-bol face à cette situation. Le Sénat adopte la loi d'habilitation du gouvernement. 8 projets de loi du gouvernement portant ratification des accords étaient sous le feu de projecteurs. Les détails tout à l'heure dans ce journal. Et nous irons à Goma où la vie a repris de plus belle. Le premier d'entre eux, les Congolais et la première dame y séjournent et les engins des grands travaux tournent en plein régime pour réaliser les travaux de bitumage de 2 grands axes routiers de cette province. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a consacré la journée de ce lundi à la visite des sinistrés du territoire de Nyiragongo, accompagné de la très distinguée Première Dame. Le chef de l'État est arrivé au pied du volcan d'où est partie la coulée des laves. Le couple présidentiel a visité l'hôpital mobile érigé pour la prise en charge médicale des sinistrés. Nous y reviendrons dans ce journal. Comment réparer les dégâts que l'écoulement des laves du volcan de Nyiragongo ont causé? Présent à Goma, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Gisaro, a lancé les travaux de bitumage de 2 grands axes routiers de cette partie de la République. Alexis Gisaro Mouvouni, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, est arrivé à Goma pour lancer les travaux de bitumage des 2 grands axes routiers. Il s'agit de l'axe Pondoué, situé entre la frontière Kassindi-Béni sur la route nationale numéro 4, long de 80 km, et de Béni-Boutembo, long de 54 km sur la nationale numéro 2. Nous sommes là pour matérialiser le contrat que nous avons signé avec la partie ougandaise sur la construction de la route entre Kassindi, Béni, Boutembo et également Bunagana, Rutshuru, Goma. À cette occasion, les 2 chefs d'État, son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi ainsi que son homologue le président Yoweri Museveni seront effectivement à la frontière entre les 2 pays au niveau de Pondoué en ce qui concerne l'Ouganda et Kassindi en ce qui concerne la République démocratique du Congo pour faire la pose de la première pierre. Nous exprimons toute notre compassion à la population gomatracienne. Cette mission de 6 jours permettra aussi au ministre d'État, ministre des Infrastructures, d'inspecter l'état de la voirie et les chantiers en cours d'exécution dans cette province qui venait d'être frappée par l'éruption volcanique de Nyiragongo. Et je vous emmène tout de suite dans cette cérémonie qui se déroule en Ituri et a été présidée par le gouverneur militaire Luboya Nkashama. Il s'agit de la remise officielle des étendards de commandement au nouveau commandant de la 32e région militaire du secteur opérationnel Ituri, au commissaire provincial de PNC Ituri, ainsi qu'aux l'auditeur supérieur militaire nommé dans le cadre de l'état des sièges dans cette province. Et c'est le stade de Amani de Bunia qui a servi de cadre à cette cérémonie. Regardez. Je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le protégerez jusqu'au sacrifice suprême. C'est à ces termes que les autorités militaires et policières de l'Ituri, récemment nommées par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre de l'EXE, intensifient les opérations contre les groupes armés locaux étrangers. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, qui a présidé la cérémonie, a rappelé aux hommes des troupes le succès de gens enregistré 1 mois après la mise en œuvre de cet état de siège en Ituri, le 11 mai 2021, avant d'inviter tout un chacun au changement de comportement, à la discipline, à la protection des personnes et de leurs biens, ainsi qu'au respect des mesures barrières pour lutter contre la 3e vague de Covid-19 qui fait face à la République démocratique du Congo. Est-ce que nous sommes capables? Comme je vous l'avais dit la dernière fois, Tomi pesa sonité, makambo ya mabe wana totikango. Ekoya makamu nyoso, boza la pre, bofanda kimia. Bango Bafinga, Tokomona. Faisons notre mission dans la discipline. Moi, avec mon équipe, nous sommes là. Et vous allez voir. Je ne ferai jamais la corruption. Jamais. Ils étaient habitués à être corrompus et moi, je ne donnerai rien et à personne. Moi, je suis redevable
suprême, au ministre de la Défense, au chef d'état-major général et à la population de l'Ituri. Population et Ituri. Mutu soki a droit na ye na kopesa. Soki a droit na ye te na kopesa te. Point très. Et je veux que vous répétiez notre devise. Sans rythme de fanfare, un défilé militaire a clôturé cette grandiose cérémonie. Cinq jours déjà, il s'observe l'absence des infirmiers, des techniciens de laboratoire et des sages-femmes dans les hôpitaux publics. Ce personnel de santé réclame l'amélioration de sa condition de travail, une situation qui met à mal le bon fonctionnement des hôpitaux. À Kalembelembe, les parents des enfants malades internés en appellent à l'intervention urgente du gouvernement. Anim Balaka et Béatrice Chako les ont rencontrés. Regardez. C'est une image qui a fait le tour des réseaux sociaux montrant un jeune homme désespéré transportant à moto les corps sans vie de son grand-père, ne sachant où les placer. Pour raison, plusieurs morgues ont fermé leurs portes. Ce lundi 14 juin 2021, nous sommes déjà au 5e jour depuis que les infirmiers et les personnels administratifs des hôpitaux publics sont en grève. À Kalembelembe, le plus grand et le seul hôpital pédiatrique de la capitale Kinshasa, ici, les petits-enfants, voire les nourrissons sont en détresse, abandonnés à leur triste sort, une situation qui laisse à désirer. Nous ne savons plus quoi dire, que faire. Nos enfants sont très malades. Aucun infirmier ni une infirmière n'est au chevet de leur lit. Nous sommes désespérés. 5 jours déjà. 3 jours La plaie de mon fils risque d'être infectée. Il n'y a personne ici pour faire le pansement. Je suis seule avec l'enfant. Cette infirmière que nous avons trouvée sur place plaide pour une rationalité de leur barème salarial. Nous sommes marginalisés, donc nous sommes moins payés. Nous sommes sous-payés d'ailleurs. Les infirmiers, les administratifs, les biologistes et tout le monde, nous sommes en grève. Et puis, qu'on revoie aussi les écarts, puisque entre nous et les autres, nous avons beaucoup d'écarts. Alors qu'une solution tarde à être trouvée, plusieurs malades en paient le prix. Certains ont même perdu la vie. Rendons-nous à la Chambre haute du Parlement où les sénateurs viennent d'adopter la loi d'habilitation du gouvernement. Cette séance plénière marathon de ce lundi a permis au Sénat d'examiner et d'adopter article par article 8 projets de loi du gouvernement portant ratification des accords et de la loi portant habilitation du gouvernement, des dispositions qui permettront à l'exécutif national de proroger chaque fois que besoin y a l'état de siège dans une partie du pays. Edith Chala. Plénière marathon comme il n'y en a pas beaucoup au cours d'une session. Sous la conduite du président du Sénat, l'honorable Bahati Lukwebo, plusieurs projets de loi ont été examinés. 7 projets de loi portant ratification des accords de financement avec différentes institutions financières internationales, entre autres la BAD, l'OPEP, la BADEA, l'OFID, pour ne citer que celle-là, pour un montant total de plus de 400 millions de dollars américains. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a fait l'économie des textes et un débat s'en est suivi pour des éclaircissements à la plénière, là où on en avait besoin. La réplique du ministre a semblé rencontrer les préoccupations des sénateurs. Ensuite, le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour légiférer notamment sur la prorogation de l'état de siège, l'état d'urgence et sur le numérique a été présenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Si sur la prorogation de l'état de siège, il y a eu presque unanimité, quelques interrogations sur l'urgence de légiférer par ordonnance-loi dans le numérique se sont posées. Appelé pour éclairer la plénière, le ministre du numérique, Désiré Bérande Kolongele, s'est montré très rassurant, évoquant en illustration l'accroissement des recettes par la numérisation des paiements et la mobilisation de recettes. La commission PAJ, qui s'était penchée sur le projet de loi sous examen, a présenté son rapport qui a été adopté par la plénière, nécessitant parfois les interventions du président du Sénat, Modeste Bahati, pour concilier les vues. Les 8 projets de loi ont été adoptés par la plénière. 94 sénateurs ont voté pour et personne n'a voté contre. Le projet de loi portant habilitation du gouvernement était en première lecture au Sénat et les 7 autres projets de loi l'étaient en seconde lecture. Pour le projet de loi d'habilitation du gouvernement,
Sur 109 membres qui composent le Sénat, 94 membres ont pris part au vote. 90 membres ont voté oui. Un membre a voté non. 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat adopte la loi d'habilitation du gouvernement. Elle sera immédiatement transmise à l'Assemblée nationale en seconde lecture. Pour la commission spéciale statuant sur les réquisitoires des procureurs près la Cour de cassation et près la Cour constitutionnelle, le rapport est attendu et pourrait être examiné au cours de la plénière d'avant la clôture, a dit le président Modeste Bahati. Le Sénat a aussi examiné le rapport de la commission ECOFIN sur les règlements financiers avant de décréter un huis clos pour la matière qui le nécessitait. Et vous l'avez sûrement constaté, le bureau du Sénat affiche désormais complet. La place du premier vice-président vient d'être comblée. Le sénateur Eddy Mundela Kankou, qui occupe ce poste, place son mandat sous les signes de la continuité. Robert Ndaye pour les détails. Eddy Mundela Kankou, c'est le nouveau visage au bureau du Sénat dirigé par Modeste Bahati Lukwebo. Du haut de son 1,74 m, cet intellectuel rompu, élu premier vice-président du Sénat ce samedi 12 juin 2021 par une majorité écrasante, voit les jours le 6 avril 1976. Originaire du Kasaï oriental, le sénateur Eddy Mundela Kankou, fils de Mundela Kabamoussou et de Madame Kayoa, est marié et père de famille. Trop vite, le jeune Mundela apprend dès son jeune âge l'amour du travail grâce à l'éducation reçue de ses parents. Déjà à l'école Mwangaza, ex-compagnate de Kisangani, l'élève Mundela s'est fait remarquer par son sens élevé d'organisation et son leadership remarquable. Il obtient en 1988 son certificat de la 6e avec brio. De 89 à 94, le sénateur Eddy Mundela décroche son diplôme d'État au collège Mayele de Kisangani, ex-Sacré-Cœur. Très ambitieux, le nouveau diplômé s'arrache à l'affection de sa famille et rejoint Kinshasa pour ses études universitaires. Passage brillant à la faculté de sciences biomédicales de l'université de Kinshasa. À 45 ans, il traîne derrière lui une longue expérience professionnelle. Médecin dans différentes institutions hospitalières de Kinshasa, l'homme est souvent apprécié pour son calme et son intelligence avérée. La politique, c'est l'autre facette de natif de Kabaya-Kamanga et de ce géant scientifique congolais. Il milite depuis plusieurs années à l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti cher à Etienne Tshisekedi Mulumba d'heureuse mémoire. Ce lundi 14 juin 2021, le directeur de cabinet sortant du premier vice-président Sami Badibanga Ntita a procédé à la remise et reprise avec le nouveau cabinet à sa tête, Maître Bosco Kapand Roaeni. Le directeur de cabinet sortant et les nouveaux ont longuement échangé sur les dossiers en cours de traitement. Maître Bosco Kapand s'est imprégné des dossiers auprès de celui à qui il vient de succéder. Le nouveau patron du cabinet du premier vice-président s'est voulu rassurant quant à la poursuite du travail abattu. Au nom du premier vice-président Eddy Kankou Mundela qui m'a investi de ce pouvoir, pour tout le travail que vous avez abattu aux côtés du premier vice-président sortant Sami Badibanga, je voudrais encore une fois de plus vous dire merci et surtout pour votre disponibilité. Juste après, les deux ont procédé à la visite de bureau pour un état des lieux avant de commencer le travail. Du secrétariat, en passant par les bureaux du premier vice-président, Maître Bosco Kapand a donné quelques orientations avant de souhaiter un fructueux mandat au premier vice-président du Sénat, honorable Eddy Mundela Kankou. En rappel, Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat, avait assisté à la soirée organisée à l'honneur du premier vice-président à Romeo Golf le samedi 12 juin 2021. Une nouvelle approche dans la gestion du numérique en RDC. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé officiellement les travaux sur la mise en place du secrétariat général du numérique. Cédric Enina, Nadine Culoso et Patience Mboyo ont signé ce reportage. La RDC s'ouvre au monde du numérique en mettant en place des préalables pour opérer cette mutation. C'est dans ces contextes inédits que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement des pertinents travaux sur la mise en place du secrétariat général du numérique. C'est à la faveur de la vision sus-évoquée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que la fonction publique, hissée au rang d'une vice-primature, va devoir, en sa qualité
de pilote technique de la réforme en cours. Assumer la lourde tâche de jeter les bases d'une administration congolaise modernisée, performante à tous égards, compétitive, innovante, placée au diapason du standard international et apte à la fois à faire face aux évolutions institutionnelles et technologiques d'un monde en perpétuelle mutation. Tout en remerciant le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui s'est engagé à faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique, le ministre du numérique, le professeur Ebérande Kolongeli, a rappelé la tâche des experts à ces assises qui se résument à fixer les cadres et les structures organiques du secrétariat général du ministère du numérique. Le chef de l'État a voulu que son gouvernement soit doté d'un conseiller technique qui devra aider à mettre en place non plus seulement sa vision, mais un programme de modernisation de l'État sur le plan numérique. Et cela passe non seulement par un leadership politique au niveau ministériel, mais cela nécessite surtout une administration qui va accompagner l'implémentation de ce programme. Ces travaux vont apporter à coup sûr un nouveau souffle et inscrire les pays dans les méandres de nouvelles technologies en ouvrant les grandes portes du numérique. Comment fonctionne la société Cleanplast, société spécialisée dans la collecte, le traitement et le recyclage des déchets plastiques? Eh bien, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement, F. Bazaïba, s'y est rendue pour s'enquérir des réalités du terrain. Francine Atomissi. Malgré les efforts fournis par le gouvernement provincial, la capitale Kinshasa peine à se débarrasser des immondices qui jonchent les artères de 24 communes. Pour parvenir à une solution durable, c'est-à-dire rendre Kinshasa plus belle, la société Cleanplast s'est lancée dans une opération musclée, seule de récolter les déchets plastiques. Une façon pour elle de lutter contre la destruction de l'environnement. La vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba Massoudi, qui s'est rendue sur les lieux, a apprécié l'initiative de cette entreprise de recyclage de déchets. Le directeur général de la société Cleanplast, réconforté par cette visite du membre de l'exécutif national, souligne l'importance du travail abattu par son personnel. Donc notre société, qui est une société de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets plastiques, a montré le souhait à Madame Eve Bazaïba. Mais l'expérience que nous avons, c'est une expérience de plus de 17 ans dans le secteur du recyclage. Ce travail de ramassage de déchets plastiques mérite un soutien du gouvernement, a indiqué la patronne de l'environnement, Eve Bazaïba Massoudi. Ils m'ont plutôt convaincu. Je ne suis pas encore arrivé à la satisfaction parce que moi-même, en tant que gouvernement, nous ne sommes pas encore connectés. Protection de la santé publique oblige, surtout en cette période sanitaire. La patronne de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a pris l'option de soutenir toute action privée soit-elle visant à protéger l'environnement, notre patrimoine commun. Sans aucune raison valable, depuis un certain temps, les prix des produits des premières nécessités ont pris de l'ascenseur sur le marché. Le prix de certains biens ont doublé, d'autres même ont triplé. Les objectifs de nos caméras ont fait la ronde de quelques points de vente pour faire le constat. Béatrice Chako et Anime Balaka. Cette ménagère trouvée sur le marché est venue faire ses petits achats. Avec 20 000 francs congolais, elle a à peine obtenu que 2 poulets. Selon elle, la situation est catastrophique. Les prix des denrées alimentaires ont tellement augmenté, on ne sait pas à quel sens voué a-t-elle réagi. Personne ne l'ignore, les prix sur le marché dans la capitale de Kinshasa ne cessent de prendre de l'ascenseur depuis une longue durée. Un œuf, par exemple, qui coûtait 200 francs, se vend à présent à 500 francs congolais, voire même 700 francs. Une gousse d'ail est passée de 200 francs à 400 francs congolais. Pareillement, pour les légumes, fruits, épices, huile, poissons, savon, du lait et autres. La liste est loin d'être exhaustive. Les prix ont donc doublé, soit triplé, sans raison valable, ni explication de la part des opérateurs économiques et les vendeurs. C'est une situation hors normes économiques
que subit la population quinoise et congolaise en général. Comme on peut l'imaginer, les vendeurs détaillants ont refusé de faire des commentaires. Ils sont eux-mêmes victimes, disent-ils, de cette situation inédite de hausse de prix sur le marché. Les prix sont fixés et augmentés par les grossistes. Pour l'heure, vendeurs et consommateurs, leur regard n'a qu'une direction, les autorités du pays qui sont censées trouver la solution et stopper cette hémorragie des prix surélevés pour le bien de la population. Les experts de l'ONU et du mécanisme de suivi ont évalué au cours d'un atelier le plan d'action pour la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac. Robert Ndaï-TCC nous en parle. Des consultations pour affiner le plan d'action de l'ONU pour la consolidation de la paix dans la région de Grand Lac ont été menées à Kinshasa du 9 au 10 juin 2021. Pendant 2 jours, les experts de l'ONU et les ambassadeurs de pays membres de la région de Grand Lac ont pris part à des discussions en mode hybride et en présentiel pour discuter sur les stratégies à prendre en vue d'une paix durable dans la région de Grand Lac. Patrick Mutombo, coordonnateur adjoint du mécanisme national de suivi de l'accord CAD, salue la décision prise par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a anticipé en décrétant l'état de siège dans les régions du Nord Kivu et de l'Ituri. Bien avant, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans la région de Grand Lac, M. Tsia, s'est félicité de la tenue de ces assises à Kinshasa. Mme Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, est revenue sur les priorités pour la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a reçu aujourd'hui le comité de gestion de la Congolaise d'exploitation minière et celui du projet agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ils sont venus faire l'état des lieux de leurs entreprises respectives. Angèle Mabiala-Landou et Litumba. La Congolaise d'exploitation minière, une entreprise œuvrant dans le Nord Katanga, rencontre des difficultés dans sa gestion. Créée depuis 2010, cette entreprise a du mal à élaborer un plan d'atténuation dès lors qu'on le sait, il n'y a pas encore d'exploitation. Son comité de gestion appelle le gouvernement de la République de lui venir en aide. La ministre d'État, en charge du portefeuille, a promis tout son soutien. Vraiment, il y aura une restructuration profonde pour que la société puisse décoller. Et nous allons vous redéfinir des objectifs spécifiques qui, ces objectifs, seront assortis d'un plan de redressement et que nous allons vous fixer les résultats attendus pour que dans 6 mois, 1 année, que nous puissions procéder à une évaluation exhaustive. Le projet Bukanga-Lonzo avait pour objectif de combler la carence en denrées alimentaires à Kinshasa, la capitale, mais aussi sur toute l'étendue du territoire national. De nos jours, la population se pose plusieurs questions. Où est passé Bukanga-Lonzo? Quelle en est la cause de ces débâcles? Pour répondre à cette question, le comité de gestion est venu se justifier auprès de la ministre d'État en charge du portefeuille. 1500 hectares ont été cultivés avec une production de 6000 tonnes de maïs, mais 700 hectares sont en train de pourrir faute de moyens. Le coordonnateur a lancé un appel de détresse au gouvernement de la République. La princesse Adèle Kaïnda Maïna a promis d'être leur avocate auprès du gouvernement de la République pour que le marché de Kinshasa et de tous les pays soit inondé en produits de première nécessité. La ministre des Mines a fait entendre la voix de la RDC au cours de la conférence DRC Mining Week 2021. Ces assises qui réunissent plusieurs acteurs économiques a permis à Antoinette Samba Kalambay de rassurer ses opérateurs économiques. Regardez. Par l'objectif de rassurer les opérateurs économiques locaux et les investisseurs internationaux et la viabilité de son secteur minier, la République démocratique du Congo, par l'entremise de la ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, était bien au rendez-vous du Mining Week 2021. Tenu par vidéoconférence organisée depuis l'Afrique du Sud, les participants ont reçu les explications de la ministre sur notamment la législation minière congolaise et les opportunités d'investissement en RDC. La politique de mon ministère repose sur les axes principaux ci-après. 1. La certification des réserves minérales. 2. La valorisation des actifs miniers de notre pays. 3. La lutte contre la fraude minière. 4. L'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones d'exploitation minière artisanale.
Enfin 5, l'augmentation de la valeur ajoutée aux produits miniers pour ne citer que ceux-là. La RDC peut, grâce à une bonne valorisation de ses richesses minières certifiées, obtenir des contrats gagnants-gagnants pour un meilleur développement, a-t-elle renchéri. Pour ma part, j'exhorte les opérateurs miniers ayant choisi la République démocratique du Congo comme leur espace d'affaires au respect des lois établies, plus particulièrement des engagements envers les communautés locales affectées par leurs projets. Le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo demeure un espace propice pour des investissements divers rentables, tant pour les opérateurs que pour les populations environnantes des projets miniers. Après une série d'enquêtes menées dans 8 provinces autour de l'application des réformes initiées par le gouvernement sur l'amélioration des climats des affaires, l'Agence nationale pour la promotion des investissements constate qu'il y a un déficit communicationnel à plusieurs niveaux. José Baïtouambo nous en parle. Proposer des réformes est une chose et veiller sur leur application en est une autre, sûrement la plus importante des options à prendre pour assainir au mieux les climats des affaires. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, qui a initié une enquête d'impact et de satisfaction sur ces réformes, a ce lundi fait une restitution de résultats obtenus à l'intention de responsables de services réformateurs et experts du secteur public et privé. Les constats généraux gravitent autour d'un déficit communicationnel et d'un taux faible d'application de réformes formulées. Les problèmes d'application des réformes sur le terrain se situent à 2 niveaux. Il y a il y a un problème de résistance. La résistance, il faut la situer au niveau de l'appropriation. Il y a un vrai problème d'appropriation institutionnelle au niveau des services réformateurs. Deuxièmement, il y a un problème de communication. La plupart des réformes sur terrain, les réformes qui sont initiées par le gouvernement central, ne sont pas connues du public. Donc, nous allons renforcer notre stratégie de communication pour essayer d'améliorer le niveau d'application des réformes sur le terrain. La directrice générale adjointe de l'ANAPI, qui a présidé cette matinée, a rappelé à ses services réformateurs la nécessité de réviser certaines actions. C'est un retour que le terrain vient de nous donner. Nous l'avons dit au départ. Ne rejetons pas. C'est une base de travail que nous avons, sur laquelle nous allons certainement nous rencontrer, discuter davantage pour voir dans quelle mesure affiner. Il nous faut non seulement mettre en place des réformes, mais faire un suivi et voir qu'est-ce qu'il y a à amender, qu'est-ce qu'il y a à corriger. Et nous allons travailler avec la structure ANAPI qui est là pour pouvoir coordonner les interactions publiques-privées pour l'amélioration du climat des affaires. Nous allons continuer dans ce travail-là. Organe technique du gouvernement en matière du climat des affaires, l'ANAPI reste focus sur ses missions, notamment celle d'assainir les climats des affaires dans le pays. La G24 a désormais une nouvelle architecture organisationnelle, une restructuration à la hauteur de l'accroissement du niveau de travail, la couverture médicale universelle par-ci, la réinsertion sociale de Koulouna par-là. Le président Jean-Marie Lukulassi est conscient de la tâche et nomme un directeur général et son adjoint. Regardez. L'accroissement du niveau de travail à G24 et l'élargissement de son champ d'action imposent une réadaptation de sa structure managériale. L'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba, qui est l'initiateur et coordonnateur de la fondation G24, est à la base du projet qui redonne du sens à la vie des jeunes Koulouna, à savoir l'identification, la désintoxication et la réinsertion sociale. Ajouté à cette charge, le récent partenariat avec l'Issoudi, la couverture médicale universelle qui prévoit à l'horizon 5000 emplois à travers son extension sur l'ensemble de la capitale et le centre médical qui va avec, dans une perspective d'un flux important à gérer avec des coûts de soins de santé à portée de toutes les bourses. La fondation G24 devait se mettre à jour. Au cours de cette réunion stratégique, la décision a été prise. G24 se voit doté d'une nouvelle administration et d'une architecture organisationnelle appropriée. Il y a désormais un directeur général, Lucien Monama, avec des attributions bien identifiées. Je remercie l'honorable Jean-Marie Lukulassi pour la confiance. Ma mission sera de pouvoir conduire le G24 à bon port, en commençant par l'optimisation de la gestion du partenariat pour la couverture des soins de santé universels
Et nous allons également travailler d'arrache-pied pour pouvoir amener pas mal d'autres initiatives. Un directeur général adjoint, Luxon Moubimba, et l'administrateur au regard des objectifs G24 dans la lutte contre la délinquance juvénile, le soutien exprimé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son approche qui privilégie la carotte au lieu du bâton. Il s'est tenu ce lundi la 109e conférence internationale du travail et la République démocratique du Congo y a participé sous la houlette de la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndusikembe, qui a pris la parole parmi une quarantaine d'orateurs. Et c'était par vidéoconférence. Willy Atunakova. Au cours de cette séance plénière de la 109e conférence internationale du travail, en direct par vidéoconférence qui s'est tenue à Genève, en Suisse, consacrée à l'examen du rapport du bureau de cette conférence sur les thèmes de la réponse de l'OIT à la pandémie du Covid-19, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale a, au nom du gouvernement de la RDC et de la délégation de la tripartite congolaise, donné la position de la RDC à ces sujets. Claudine Ndusikembe. Dans mon pays, les instructions utiles ont été prises et transmises aux différents acteurs en termes de notes circulaires et de communiqués officiels relatifs aux dispositions pratiques concernant le travail pendant la période de la Covid-19. Pour anticiper sur les effets négatifs de cette pandémie, une cellule de crise a été mise en place et continue à collaborer avec le secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte à la pandémie de Covid-19 pour, d'une part, organiser les activités de la prévention et de sensibilisation sur les barrières contre le Covid-19 en milieu de travail et d'autre part, faciliter l'accès au dépistage et au traitement gratuit. En République démocratique du Congo, malgré le contexte de la pandémie de Covid-19, la 36e session ordinaire du Conseil national du travail a tenu ses assises et les résolutions importantes ont été adoptées afin de contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Le numéro 1 de l'ETPS a à cette occasion sollicité l'accompagnement des partenaires bi- et multilatéraux dans la mise en œuvre efficace de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que de la mise en place du socle de protection sociale retenu comme priorité du gouvernement Samalou Kondé sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalons que la délégation de la RDC qui participe par vidéoconférence à la 109e conférence internationale du travail séjourne à Mwanda au Congo central pour les 10 travaux qui se clôtureront au cours de cette semaine. Et ce communiqué de ARCA qui présente le vœu les meilleurs au président de la République, Excellence Monsieur le Président de la République, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle, son conseil d'administration, sa direction générale et l'ensemble de son personnel a le réel plaisir et le privilège de vous souhaiter à l'occasion de vos 58 ans d'âge un bon et heureux anniversaire sous votre gouverne et grâce à votre déterminante impulsion, la réforme du secteur des assurances a réalisé des considérables avancées avec 30 opérateurs sur le marché, un apport de plus en plus apprécié au budget de l'État. Le processus de libéralisation du secteur des assurances poursuit sa consolidation au mieux de l'économie nationale et du social des Congolais. Nous saisissons cette occasion particulière pour vous réitérer notre indéfectible soutien et notre disponibilité à accompagner sans ménagement votre inlassable effort pour redonner au peuple congolais toute sa dignité, sa fierté à travers votre vision qui le place au centre de vos préoccupations. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant dans sa grâce vous accorder paix, santé, sagesse, longévité et plein succès dans la réalisation de vos objectifs tant au sein de l'Union africaine que pour la construction d'un Congo plus fort et plus prospère au cœur de l'Afrique. Fête à Kinshasa le 13 juin 2021, Baudouin Kabissi, le président AI, Alain Kaninda Ngalula, directeur général AI.
Et le président de la République, nous vous le rappelons, séjourne à Goma aujourd'hui. Ce lundi, il a visité les sinistrés du territoire de Nyiragongo accompagné de la très distinguée Première Dame. Le chef de l'État est arrivé au pied du volcan d'où est partie la coulée des laves. Le couple présidentiel a visité l'hôpital mobile érigé pour la prise en charge médicale des sinistrés. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et pour clore complètement ce journal, l'administrateur directeur général du groupement Intérêt économique Alliance des bâtisseurs congolais informe à l'opinion du décès de son administrateur directeur général adjoint, M. Sébastien Mavungu Malonda, décès survenu ce jeudi 10 juin 2021 à la clinique Kander à 17h. En entendant le programme de funérailles qui vous sera communiqué ultérieurement, le recueillement se tient à son domicile, numéro 3 de l'avenue Massi, tout quartier Salongo, commune de Limete, référence ceux de mouton de deux bonhommes. Au nom de tous les membres de l'Alliance des bâtisseurs congolais, l'administrateur directeur gérant, M. Cédric Lungu Kibal, présente ses condoléances les plus émues à la veuve et à toute la famille de l'illustre disparu. Ce communiqué tient lieu de faire part. Monsieur Bruno Manteka, secrétaire général de l'Alliance des bâtisseurs congolais. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Goma, dans le Nord Kivu et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC, l'actualité continue sur nos antennes. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain sur la même chaîne. Très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Thank you.